on va la rejoindre puisque elle est effectivement au rendez-vous tel que convenu. Avec nous ce matin, la chef de l'opposition du Parti québécois, Madame Pauline Marois. Bonjour. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous, Madame Marois? Je vais très bien, merci. Madame Marois, j'ai eu l'occasion d'entendre votre brève allocution au Lac-Carté de RTA hier. Oui. J'étais un petit peu surpris. Je pensais que vous alliez arriver peut-être un petit peu plus enflammé puis que vous alliez leur parler un petit peu plus longtemps. Ben, écoutez, l'important, c'était de leur envoyer un message de solidarité, un message d'appui, et leur dire qu'on allait faire tout ce qui était possible pour analyser, creuser ce dossier-là. On n'est pas au gouvernement. Malheureusement, je veux pas semer des espoirs qu'on peut pas relever, si on veut, ou qu'on peut pas atteindre. Mais leur dire que oui, nous allions faire tout le travail qu'il faut pour être capable de voir s'il n'y avait pas une matière à pouvoir corriger la situation, pour leur rétablir le rapport de force, parce qu'ils ont perdu leur rapport de force dû au fait que Rio Tinto Alcan peut vendre son électricité, couvrir ses coûts et évidemment se retrouver dans une position beaucoup plus positive, beaucoup plus favorable que ne le sont les syndiqués. Mais je veux faire un petit commentaire sur ce que vous disiez quant à la présence des maires hier et des représentants de municipalités. Oui, allez-y. Moi, je suis d'accord avec l'un d'entre vous, je ne sais pas lequel a dit ça, mais moi, je crois que, d'abord, Alexandre Cloutier, c'est quelqu'un qui prend à cœur les dossiers de son comté, qui les porte, qui les défend, qui, à Québec, va rencontrer les ministres quand il le faut et fait tout le travail. Et donc, moi, je crois que c'était une preuve de reconnaissance de dire, écoutez, nous, on va pas voter à la place de la population. Notre vote compte pour un, de toute façon. Mais cependant, comme autorité en place, on a eu d'excellents services de Alexandre et on veut lui témoigner de cela en étant ici aujourd'hui, ce soir. C'est votre façon de voir la chose. Oui. Je trouve ça tout à fait intéressant comme vision, mais malheureusement, je n'abonde pas dans le même sens. Vous avez le droit. Comme j'abonde pas dans le même sens par rapport à votre sortie vis-à-vis les Lac-Carté hier de Rio Tinto Alcan, et je m'explique, c'est que, bon, là, vous êtes dans l'opposition et vous martelez le fait on n'est pas au pouvoir, on aimerait bien avoir le pouvoir pour justement pouvoir regarder ce qu'on peut faire juridiquement parlant. Mais vous étiez pas au pouvoir lors de la signature des fameuses ententes secrètes entre Hydro-Québec et Alcan jadis, qui sont devenues, et celles du gouvernement aussi, parce qu'il y a eu des ententes avec le gouvernement et des ententes avec Hydro-Québec, qui sont devenues une seule et unique entente sous la gouverne des libéraux. Vous étiez quand même là dans les années 90 lorsque ça s'est signé le Parti québécois, et vous n'avez rien fait. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, c'était dans un autre contexte. S'il faut revenir en arrière et regarder quels ont été les gestes qui ont été posés à ce moment-là, les signatures qui ont été apposées sur des documents, et s'il faut corriger le tir, on le corrigera. Maintenant, il faut aussi en même temps, parce qu'on a une responsabilité. Quand on forme un gouvernement, on doit respecter les paroles données, on s'entend, mais cependant, si on fait la démonstration, et moi je crois que ça se fait, que ce qui se retrouve actuellement dans l'entente avec Rio Tinto Alcan, qui est qu'on reconnaît le local comme étant un acte de Dieu, act of God, comme on dit, là, ça n'a pas beaucoup de sens entre vous et moi, parce qu'un acte de Dieu, c'est un acte imprévisible, c'est un incendie, c'est une tornade, c'est un tsunami, tandis qu'un lockout, ben, c'est quelque chose qui est décidé par des personnes en autorité. Mais si on avait signé de tels contrats dans le passé, ben moi je suis prête à les reviser, à les corriger. Encore là, effectivement, quand on est au gouvernement, il y a des gestes qu'on pose dans des circonstances, on voit que ça peut avoir des effets pervers et on les corrige. Mais dans le cas présent, je peux ni vous dire oui ni vous dire non. Je n'ai pas en tête cette information-là et on peut pas y avoir accès, nous, actuellement, comme opposition. Mais là, on a accès quand même à certains chiffres. On sait pertinemment que Rio Tinto paye l'équivalent d'à peu près 1 cent le kilowattheure, alors que lorsqu'ils en vendent au prix régulier, au tarif L à Hydro-Québec, c'est beaucoup plus ce qu'ils empochent en termes de retombées économiques. Ils ont tout avantage, justement, à laisser les employés dehors. Comme vous disiez tantôt, ils ont perdu leur rapport de force. Ils n'ont aucun avantage à négocier, aucun avantage à régler présentement, là. Ce qui est inacceptable, à mon point de vue, qu'on n'ait aucun avantage à régler. Parce que on détruit complètement le rapport de force. Et c'est ça, les relations patronales syndicales. Il faut que chacun ait les moyens d'exprimer son point de vue, puis ensuite de faire les compromis nécessaires. Mais Rio Tinto est dans une position, Rio Tinto Alcan est dans une position où elle a le gros bout du bâton, comme on dit. Alors évidemment, malheureusement, de laisser les syndiqués dans l'état actuel, ne pas faire une véritable négociation, à mon point de vue, c'est pas acceptable. Et quant toute la question des tarifications, ben là, on aura l'occasion, effectivement, de reviser, de revoir
et de s'assurer qu'il n'y a pas d'avantages indus qui sont donnés à certaines entreprises par rapport à d'autres, qu'il n'y a pas des avantages importants donnés à des entreprises qui les mettent dans la situation où se trouve actuellement Rio Tinto Alcan vis-à-vis ses travailleurs. On s'entend, Mme Marois, pour dire que le Parti québécois, c'est un peu les enfants du maître chez nous? Oui, moi je crois que nous sommes les enfants du maître chez nous et j'espère que nous irons dans le sens du maître chez nous 21e siècle. Vous savez qu'on a un de nos candidats, Daniel Breton, qui a repris cette idée à son compte. Moi je crois qu'il faut absolument revoir l'ensemble du dossier énergétique. Le tarif L et tous les avantages offerts aux compagnies seront aussi revus dans ce sens-là. On a un grand bout de chemin à faire. D'abord, vous savez que le principal chantier qu'on voudrait mettre de l'avant, qui est un chantier économique et qui est un chantier de développement durable, c'est la question de l'indépendance énergétique, c'est-à-dire essayer de se débarrasser du pétrole et du gaz le plus possible pour aller vers toutes les énergies renouvelables, dont l'électricité, dont l'efficacité énergétique aussi, la réduction de notre gaspillage énergétique. Je pense qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire de ce côté-là. L'éolien dans des situations où c'est acceptable par ailleurs. Parce que on est en train de faire du développement éolien, à mon point de vue, de façon un petit peu anarchique. Hydro-Québec autorise des permis un peu partout, et dans certains cas, c'est dans des communautés où les gens veulent protéger leur paysage, veulent protéger leur environnement. Je me demande si c'est pas le cas chez vous, d'ailleurs, actuellement. Mais alors que Hydro-Québec pourrait très bien, à la tête de ses barrages, comme la Romaine, installer un parc d'éoliennes important, très important, utiliser déjà les lignes de transport, de telle sorte que on évite ces débats interminables où les gens s'opposent à l'implantation d'éoliennes, alors que c'est un moyen fort intéressant, mais pas à l'encontre de l'acceptabilité sociale et pas à n'importe quel prix. Madame Marois, je veux revenir à votre allocution Lancanté hier. Après votre petit discours, j'ai échangé avec une couple de Lancanté et je vous avoue que plusieurs m'ont dit qu'ils étaient restés sur leur appétit. Est-ce que vous nous dites franchement ce matin, là, très honnêtement, que si vous gagnez la prochaine élection, vous pourrez pas rien faire de plus que ce que les libéraux de Jean Charest actuellement font pour régler ce Moses de conflit-là? Non, je ne vous dis pas ça. Alors, vous pourrez faire quoi? Ce que je vous dis, c'est qu'une fois qu'on aura analysé tous les documents sous leur angle juridique, essayer de voir s'il n'y a pas une poignée, comme on dit en bon québécois, il n'y a pas un moyen de revoir cette clause qui identifie le lock-out à un cas de force majeure. Et moi, je crois qu'on pourra arriver à une solution qui va rétablir encore une fois le rapport de force entre les travailleurs et l'entreprise. Accusez-vous Jean Charest de ne pas faire ça en ce moment, de ne pas tout examiner? Bon, Jean Charest, à mon point de vue, a perdu beaucoup de crédibilité dans les solutions à apporter aux problèmes auxquels on est confronté. Il est très raide, très dur actuellement avec les étudiants. Il s'est mis à genoux devant à peu près n'importe quoi lorsqu'il y a eu des manifestations des oppositions. Il a fallu, évidemment, insister de façon considérable sur la commission d'enquête avant qu'il ne finisse enfin par comprendre qu'il n'y avait pas d'autre avenue possible à choisir. Moi, je trouve un peu désinvolte. OK. Alors, dans ce sens-là, je n'ai pas beaucoup confiance en M. Charest, très honnêtement, compte tenu des gestes qu'il a posés jusqu'à maintenant comme premier ministre. C'est parce que hier, Mme Marois, moi, j'avais l'impression que vous vous présentiez au bâton, vous aviez l'occasion de frapper un coup de circuit et vous m'avez projeté l'image d'une chef très prudente qui a préféré attendre un but sur balle. Non, écoutez, moi, j'en avais discuté longuement avec Alexandre avant de rencontrer les travailleurs. On a eu une très bonne discussion avec l'exécutif syndical. Après la rencontre, après la petite intervention que vous avez trouvée trop brève, mais j'étais pas là non plus pour faire un long discours, j'étais là pour donner un message clair de solidarité. Nous en avons discuté avec les travailleurs. Nous nous sommes engagés à faire la première partie du travail qu'on peut faire avec les documents actuels. On a déjà du monde qui travaille sur ça. J'ai mis à contribution Bernard Drainville et Martine Ouellette, qui sont deux personnes aussi qui connaissent bien ces dossiers en matière d'énergie, en matière à l'égard d'Hydro-Québec. Martine y a déjà été un des cadres importants. Et donc, dans ce sens-là, je crois qu'on peut essayer de trouver la solution maintenant. Mais ce que je vous dis, c'est que au pouvoir, on pourra avoir plus les moyens de trouver une solution et sûrement de rétablir le rapport de force. Je vous dis, quant à moi, l'objectif va être atteint. On prendra les moyens qu'il faut pour y arriver. Rétablir le rapport de force, vous parlez d'être au pouvoir, advenant le cas que la population élise le gouvernement du Parti québécois.
Est-ce que c'est quelque chose que vous reverriez dans les premières tranches d'un mandat, dans les premiers 100 jours, ou dans le milieu, ou à la fin? Non, il faut absolument... si on parle du conflit très immédiat, je crois qu'il faut immédiatement pouvoir regarder ça sous tous les angles dès qu'on arrive, parce qu'on va pas laisser traîner un tel dossier. Et ça fait partie des urgences. C'est même pas dans les 100 premiers jours, c'est dans les premières semaines, si on veut, où on doit regarder un tel dossier. Quant à l'ensemble du dossier énergétique, c'est sûr que quant à moi, j'aurais comme échéance ou comme perspective que dans les premiers 6 mois, on puisse engager le dossier pour être capable de remettre sur la table toutes les orientations, les ententes, est-ce qu'on les continue, de quelle façon, etc. Parlons-en des ententes, Madame Marois. Je vous parlais des 100 premiers jours d'un mandat. Vous m'avez parlé tantôt du maître chez nous. Vous trouvez pas ça un peu dérangeant en 2012 qu'il y ait des entreprises qui soient propriétaires de barrages hydroélectriques qui puissent, dans leurs ententes, justement, être capables de produire de l'électricité sans pour autant garantir un minimum d'emploi dans une région? Il est pas temps, justement, de promettre quelque chose aux Québécois? C'était effectivement, ça s'est passé à une époque où on avait d'autres façons de voir. On était confronté à d'autres réalités. On est en 2012 maintenant. Et moi, je crois qu'il faut avoir une autre attitude. D'abord, dans toute la question des ressources naturelles, puis c'est une façon d'exploiter nos ressources naturelles parce que notre eau, c'en est une. Moi, je crois qu'il faut exiger des entreprises qu'il y ait des créations d'emplois, des maintiens d'emplois. Il faut exiger des entreprises, dans le cas, je pense, de l'extraction de ressources, par exemple, comme le minerai, qu'il y ait de la 2e, de la 3e transformation. Le départ de Novalis annoncé en catastrophe chez vous, c'est absolument inacceptable après qu'on ait soutenu, aidé ces entreprises. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait des obligations qui soient imposées aux entreprises à partir du moment où ils ont des avantages importants. L'exemple de Rio Tinto Alcan avec la possession des rives, des barrages est éloquent à cet égard. Et moi, je crois que ça nous donne, à nous comme gouvernement, à ce moment-là, un effet, une capacité, justement, un rapport de force pour dire à l'entreprise, en contrepartie, évidemment, on s'attend à ce que vous investissiez dans la région, à ce que vous assuriez qu'il y ait des emplois qui soient créés. Ça me va, à mon point de vue, c'est la normalité, ça. Madame Marois, on va parler un peu du dossier du conflit étudiant. Oui. Portez-vous encore votre carré rouge ce matin? Bien sûr, je le porte. Je serai à l'Assemblée nationale. Vous n'êtes pas un peu mal à l'aise de porter ça quand c'est maintenant une minorité d'étudiants qui sont en grève, une minorité qui refuse de suivre leurs cours? Ce n'est pas pour cette raison que je porte le carré rouge. Le carré rouge, ça signifie priorité à l'éducation et ça dit au gouvernement, nous sommes en désaccord avec le fait que vous ayez augmenté les frais de scolarité d'une façon aussi importante sur une période aussi courte. Qu'offrez-vous de mieux, Madame Marois? Vous offrez un moratoire, des commissions où on va se pencher sur un nouveau mode de financement. Dans le fond, au bout de la ligne, on va perdre 1 an. Vous avez quand même annoncé une augmentation? Non. Alors, ce que j'ai dit dans les dernières semaines, entre autres, et depuis le début d'ailleurs, ça c'est une position qu'on a prise il y a 1 an, donc on peut pas nous dire qu'on a tout simplement décidé tout d'un coup, parce qu'il y avait une grève étudiante, qu'on allait avoir cette position. Nous avons dit d'abord, nous, que nous annulerions la hausse de 75%, que nous tiendrions un sommet où tous les acteurs concernés y seraient présents, les étudiants, les directions d'université, les milieux économiques, les milieux, la société civile et bien sûr le gouvernement, pour essayer de voir comment aider les universités. D'abord, comment leur demander d'être plus rigoureux dans certains cas, d'être plus rigoureuses dans certains cas, parce qu'on sait qu'il y a eu des parachutes dorés, il y a eu toutes sortes de décisions qui ne sont pas acceptables. D'autre part, quels sont les réels besoins qu'ont les universités? D'autre part, quelle est la contribution que pourrait être celle des étudiants? Mais moi, je vous dis ceci. Au-delà de l'inflation, moi, je crois que tant qu'on n'aura pas rattrapé la moyenne canadienne en termes de taux de diplomation, parce qu'actuellement, vous savez qu'on a un retard encore important par rapport à ce qui se passe dans les États autour de nous. Tant qu'on n'aura pas rattrapé la moyenne, on ne devrait pas demander plus aux étudiants. Pour moi, c'est un principe parce que je crois que l'éducation, c'est la priorité des priorités dans une société. Une société qui s'enrichit est une société qui investit en éducation. On le voit partout à travers le monde. Alors, quant à moi, c'est ce pourquoi je lutte, je défends mon point de vue et ce point de vue, il s'exprime par le fait que je porte, oui, un carré rouge pour dire priorité à l'éducation, équité et justice et cessons la démesure à l'égard des étudiants. Moi, M. Charest, là, dans ce conflit, je trouve qu'il a été en dessous de tout.
Comment se fait-il qu'il n'a pas commencé à discuter avec eux dans les premiers 15 jours en voyant que la situation il a se essayé. détériorait? Il a essayé il y a 2 ans, ils ne sont pas présentés. Il n'a pas essayé, vous le savez très bien. Ah, non, il y a 2 ans, non, il a mis sur la table une décision. C'est toujours son attitude. Il met une décision sur la table, puis après ça, il est obligé de reculer puis de marcher sur la peinture. Ouais, mais j'en prends des décisions impopulaires, moi, dans ma famille, mais à un moment donné, il faut écouter, il faut comprendre, il y a une autorité en place, il faut suivre justement, faut marcher au pas. Quand l'autorité pose des gestes démesurés, à mon point de vue, ça n'a pas de bon sens. Entre vous et moi, là, une augmentation de 75%, puis avec sa nouvelle offre, c'est 82%. Excusez-moi, est-ce qu'il est plus démesuré d'harmoniser plutôt que de pelleter aux prochaines générations un problème? Non, actuellement, on est en train d'en pelleter aux prochaines générations un problème, parce que si on est moins scolarisé, que les autres personnes sur le continent, on prendra un retard, puis vous allez voir que c'est un retard qui a pas mal plus de conséquences. Alors, quant à moi, mon choix est fait. Et c'est celui-là que je vais défendre, c'est sur celui-là que je vais travailler. Là, je m'excuse, mais ça fait déjà une quinzaine de minutes et je suis en retard déjà, j'ai d'autres entrevues. Quand est-ce qu'on va voter, Mme Marois, selon vous? Ça dépend du premier ministre. Je ne suis pas à sa place, malheureusement. Moi, ce que je suggère, d'ailleurs, c'est qu'on ait des élections à date fixe, comme ça, on ne sera pas dépendant de la décision d'une seule personne qui choisit son temps selon que ça l'avantage ou pas. On vous laisse aller. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec nous ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée. La chef de l'opposition officielle, Mme Pauline Marois, il nous restait à lui demander comment est-ce qu'elle récupérait de l'argent pour équilibrer son budget. Moi, ce qu'elle dit sur l'importance d'éducation, d'accord à 100%. Ça devrait être notre priorité. C'est notre richesse la plus précieuse. La matière grise, l'éducation de nos enfants, les développer. Sauf que si tu laisses de l'argent là, faut en récupérer ailleurs. Et ça, le gouvernement, il a la responsabilité que l'opposition n'a pas. Il faudra débattre de ça comme il faut quand la campagne sera déclenchée. Vendre de l'électricité à un juste prix, un prix plus raisonnable, la racheter peut-être à un prix plus raisonnable. Peut-être. C'est pas une façon de financer justement un État. Nouvelle dans un instant.